lui permet un contrôle irremplaçable sur la mer Noire. Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым. Après plusieurs jours de silence, Poutine improvise une contre-offensive qui marquera un tournant définitif dans les rapports Est-Ouest. L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre. Les dirigeants européens se réunissent en ce moment à Bruxelles pour répondre à l'intervention russe en Crimée. Et les Russes qui tentent maintenant de récupérer les bases militaires là-bas. Des hommes armés qui ne portent toujours pas d'identification formelle. Qui sont ces hommes? D'abord, ils portent des treillis, visiblement neufs. D'où viennent-ils? Les Russes? Silence total. These are events that we would consider unthinkable in the 21st century in the European continent. Des troupes pro-russes sont déployées dans la péninsule de Crimée. À la fois surarmés et étonnamment détendus, ces hommes verts neutralisent l'armée ukrainienne régulière par ce qu'on pourrait appeler un coup de force tranquille. The Russians fired warning shots in the air. Plus rien ne peut faire obstacle au plan échafaudé par Poutine. Alors que cette intrusion russe est considérée comme illégale par les Occidentaux, selon les accords de Budapest de 1994. Le Parlement de Crimée vote l'indépendance. Un référendum est organisé dans la foulée. Les Criméens, du moins ceux qui ont pu voter, se prononcent à 96% pour le rattachement à la Russie. La Crimée est hautement stratégique. La posséder, c'est notamment contrôler les oléoducs qui traversent la mer Noire. En moins d'un mois, l'Ukraine a définitivement perdu la Crimée. C'est aussi, pour tout un peuple, de chaudes retrouvailles avec une terre historiquement et sentimentalement russe. J'aurais tendance à penser que tout ce que fait ce régime est injuste. Pourtant, ma première réaction émotionnelle lorsque nous avons pris la Crimée, ça a été la satisfaction et le sentiment d'un juste retour des choses, parce que la Crimée fait partie intégrante de la Russie. L'annexion de la Crimée se présentait comme une action de défense de la population russe, ce qui a créé une image d'un État paternaliste qui veille à la sécurité de son peuple. Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя. Ça a été présenté, ça a été vécu comme réellement l'établissement d'une justice historique. Les rangs des anti-Poutine se sont vidés au moment de l'annexion de la Crimée, réellement. Tout cela a généré une grande vague de soutien parmi le peuple russe, qui a sur le champ oublié tous les défauts de gestion de Poutine et du Kremlin. La Crimée est l'un des nombreux exemples de victoire de l'armée russe. Nous avons tous grandi avec les classiques de la littérature russe. D'achat de Sébastopol, la mort héroïque de l'académicien Makarov, tout ça concerne la Crimée et fait partie de notre éducation. La Crimée a été gagnée par la Russie, elle est irriguée de son sang. Voilà. Au Conseil de sécurité de l'ONU, l'énoncé d'une résolution condamnant la politique russe en Crimée par suite du vote négatif d'un membre permanent du ne change rien. La Russie met son veto, tandis que la Chine, prudente, vote l'abstention. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань.
к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Твое достояние на все времена. J'aime qu'il fasse la promotion de belles valeurs comme la paix, l'amour, l'art russe traditionnel, les valeurs russes traditionnelles. Le plus important ici, c'est que la babouchka soit bien. Sa maison est chauffée, le bois est coupé, le ciel est dégagé. Bref, tout va bien. Ce que j'aime chez Poutine, c'est la puissance et la force qu'il dégage. Globalement, par sa politique, par son physique, son image tout entière incarne la force pour moi. C'est vrai que Poutine est très populaire en Russie et à l'étranger. Une majorité de Russes ont une opinion très positive de lui. Cette mythologie nous a joué un mauvais tour. Je crains que Poutine se soit mis à croire à son propre mythe. Tant de journaux prétendent qu'il est l'homme le plus influent de la planète. Le plus ceci, le plus cela. Et maintenant, il y croit. L'homme du peuple croit au mot près tout ce que lui raconte la télévision d'État. Il aime n'importe quel bonhomme qui aurait écrit sur sa carte de visite président de la Fédération russe ou empereur de la Fédération russe. C'est une personne qui respecte la force et méprise la faiblesse. En juin 2015, sa cote de popularité frôle les 90%. Une adhésion que l'on retrouve même chez certains des plus fervents opposants à Poutine, mais chez qui le nationalisme l'emporte, comme l'écrivain Édouard Limonov, mais aussi Sergueï Oudaltsov, un des héros des grandes manifestations anti-Poutine de 2011 qui lui ont valu 4 ans et demi de prison. Comme beaucoup de Russes, ils ont salué le résultat du référendum en Crimée. C'est le début d'une Poutine-mania qui dure encore aujourd'hui. Victoris, Poutine Imperator, donc son pouvoir arrive à maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a de l'or entre les mains, puisqu'avec une telle popularité, une population aussi soudée, il peut faire ce qu'il veut. Avec son coup de force sur la Crimée, Poutine a réussi à souder le pays derrière lui. Mais il a aussi bouleversé les rapports de force qu'il oppose à l'Occident, qui réagit en conséquence. And today is a reminder that the United States means what it says. And we will rally the international community in standing up for the rights and freedom of people around the world. Today, and building on the measures we announced 2 weeks ago, the United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy. Les cours du rouble s'effondrent. Le PIB est en baisse de 6%. De multiples sanctions frappent durement le pays. Elles touchent principalement les couches moyennes et les agriculteurs. Mais les ressources naturelles, et en particulier les hydrocarbures, sont étrangement absentes de ces mesures, signe de l'hypocrisie généralisée des politiques russes et occidentales. La Russie est le plus gros fournisseur d'Europe, et il n'existe aucun autre pays ou groupe de pays qui puisse remplacer le volume des exportations russes vers l'Europe. En d'autres termes,
l'Europe dépendra toujours de la Russie et la Russie restera le plus grand fournisseur de gaz de l'Europe. Personne ne peut se permettre un affrontement économique total. Affaibli, mais soutenu par son électorat, Poutine fait mine de n'être pas affecté par les sanctions, comme par exemple lorsque la France refuse de lui livrer 2 navires de guerre Mistral que la Russie avait déjà en partie payés. Но для нас это, с точки зрения поддержания нашей обороноспособности, сказать вам откровенно, не имеет никакого значения. Мы в свое время контракты эти заключили прежде всего для того, чтобы поддержать наших партнеров и обеспечить загрузку их верфи. Мы не намерены даже требовать каких-то неустоек, требовать каких-то штрафов запредельных. Ну, надо, чтобы все издержки, которые мы понесли, были возвращены. Никогда Россию иностранцам не понять. Вам хотим спасибо мы за санкции сказать. Поднимем производство, как велел наш президент. На ограничения у нас иммунитет. Скажем дружно, ничего от вас не нужно. Не для ростика, без Макдональдса еда. Вы нам санкции придумали натужно. Мы эмбарго наложили вам сполна. Dans l'euphorie de la fierté retrouvée, le peuple russe reste uni derrière son leader. Знают Штаты, знают НАТО. Нам чужой земли не надо. Мы чужого не берем, а свое назад вернем. Malgré ce soutien massif de la population, Poutine continue sa politique répressive face à l'opposition et aux groupes dont il considère les valeurs incompatibles avec sa politique. La politique de Poutine est très dure sur le plan interne par rapport à toute opposition, toute fronde. Elle peut paraître étonnante. Après tout, il est très fort, il a une popularité absolument gigantesque. Pourquoi il fait ça? Donc à mon avis, c'est lié à une sorte de hantise absolue du désordre. Poutine se sent, lui, un peu sur un volcan. Il se sent sur un volcan parce qu'il sait qu'il est en présence d'une société qui change. Il est en présence d'un monde qui change, auquel il essaye de s'adapter. Et en politique internationale, il y arrive. Mais comment est-ce qu'on dirige une société au XXIe siècle? Pas avec les moyens du passé. Or, à cet égard, c'est un homme du passé. Alors, il réagit, chacun réagit avec son patrimoine, il réagit avec son patrimoine, qui est un patrimoine autoritaire, incontestablement, c'est ce que le régime soviétique lui a légué. En Russie, la notion de force, la notion de pouvoir et la notion de pouvoir autoritaire sont synonymes. Pour ceux qui exaltent Poutine, la force, c'est l'autocratie. Un être qui décide de tout et qui prend des mesures. Nous pouvons parler de présence d'opposants politiques, mais c'est impossible de parler de force d'opposition organisée. Elle n'existe pas. C'est la combinaison de la politique spéciale du Kremlin qui a eu pour but de tuer dans l'œuf toute émergence politique, toute concurrence politique possible. Dans la nuit du 27 février 2015, Boris Nemtsov, un des plus farouches opposants à Poutine, est abattu à quelques mètres du Kremlin. Cette violence du régime est telle que l'opposition n'hésite pas à désigner Poutine comme responsable. Борис посвятил всю свою жизнь этому, разоблачал преступников, и они решили его убить. Мы продолжим нашу борьбу. Борьбу за то, чтобы Россия была нормальной демократической страной, где права человека и его политические свободы являются высшей ценностью. Mais une vidéo filmée par le FSB, l'ex-KGB, dans une chambre d'hôtel équipée avec sa technologie habituelle, est diffusée sur les chaînes de télévision.
on y découvre ce même Mikhail Kasyanov avec sa maîtresse et assistante. Au-delà de l'aspect sexuel, il tient des propos très insultants sur les autres dirigeants de son groupe d'opposition. Une vidéo qui décrédibilise et fait voler en éclats la fragile contestation à Poutine. Aujourd'hui, on peut considérer que seuls 5 à 7% de la population russe se présente comme des opposants à Poutine. La plus grande partie de la population russe ne pense pas que la liberté d'expression est un indicateur de développement. Ce n'est pas qu'ils ne la veulent pas. C'est qu'ils ne la considèrent pas comme quelque chose d'important. C'est tout. L'individualisme libéral, tel que la Russie l'a connu à la chute de l'URSS, a été synonyme de division, voire de chaos. La cohésion actuelle de la nation évoque concorde et sécurité. Poutine leur offre un chef tout-puissant et des valeurs inconditionnelles auxquelles se vouer. Après la force, la religion est le deuxième pivot du système. Dans le système soviétique, on était éduqué par le Parti communiste qui vous offrait une morale toute faite. On savait ce qui était bien, ce qui était mal. La vie de l'homme était tout de même guidée, ce qui est rassurant. La liberté totale, c'est très inquiétant. Et pour Poutine, cette Église qui est là, qui est restaurée dans sa splendeur et dans son autoritarisme traditionnel, elle a le mérite d'être le guide de la société. Pour les Russes, réfuter la religion orthodoxe reviendrait à se nier soi-même, à nier ses propres traditions et sa propre culture. Et d'ailleurs, si l'Union soviétique a fini en catastrophe, c'est aussi lié au fait d'avoir renié sa propre culture. Pour pouvoir s'appuyer sur le peuple, il faut professer l'orthodoxie, car le peuple russe est orthodoxe. Et l'orthodoxie, c'est la base de l'État russe. Sans l'orthodoxie, l'existence même du tsar est tout simplement impossible. Il sera juste détruit. En l'espace d'une génération, un pays athée est devenu sans difficulté un pays religieux. Ça fait partie d'un vaste ensemble qu'on pourrait appeler le pouvoir en Russie. Et elle est devenue de plus en plus présente dans l'espace public et dans le discours public. Vladimir Poutine a misé sur l'Église pour être l'autorité morale qui conduirait la Russie sur le chemin d'une sorte d'adhésion commune à des valeurs qui seraient celles de l'État et de la société. Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности. Стираются национальные традиции и различия наций и культур. И мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей. Конечно, это консервативная позиция. К хаотичной тьме, возврату к первобытному состоянию. Et ça, c'est vraiment au cœur du conflit idéologique, entre guillemets, entre un certain conservatisme russe et libéralisme occidental, où nous, occidentaux, on a tendance à voir, disons, le poutinisme comme quelque chose un peu vieillot et dépassé, conservateur, bon. Et le poutinisme, lui, revendique ce conservatisme et dit « mais c'est vous, occidentaux, dirigeants occidentaux, qui êtes en décalage avec la réalité et votre propre peuple ». Dans son opération de contre-offensive idéologique, la Russie soutient les partis qui dénoncent l'aspect supranational de l'Union européenne. Ces partis se retrouvent autour d'une vision très conservatrice des mœurs, en particulier sur l'homosexualité, la famille et le rôle de la religion. Ils fustigent, comme Poutine, l'universalisme occidental qui ne déboucherait que sur le délitement de la société et la décadence. Si Poutine soutient des partis nationalistes, c'est aussi paradoxalement auprès de tenants d'une gauche radicale que son discours antilibéral trouve un écho.
son ombre planera durant toute la crise grecque. Poutine séduit. Pour certains, il est devenu l'espoir Poutine. À mesure que ces partis gagnent en popularité, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, cela devient un atout dans la stratégie de Poutine. Stratégie qui consiste à diviser par tous les moyens. Son but est d'éloigner l'Europe des États-Unis et d'exploiter les divergences entre les pays européens. Car pour Poutine, l'idéal est un gouvernement européen faible. À l'heure où les leaders des partis qui s'appuient sur les mêmes valeurs que lui s'enferment dans la xénophobie, Poutine prétend affranchir le monde du choc des civilisations et le protéger de nouvelles guerres de religion. Après avoir été le fossoyeur des utopies post-totalitaristes, il endosse le costume de grand ordonnateur de la paix du monde. Un retournement qui peut paraître très étonnant de la part de Poutine, qui se présentait comme pro-européen et même pro-OTAN lors de son arrivée au pouvoir. Pour Poutine, il est apparu nécessaire de réfléchir à l'organisation du monde, et cette réflexion vient au moment où on constate que la géopolitique a changé, que les équilibres mondiaux ne sont plus les mêmes, que l'Europe n'est plus décisive dans le monde, c'est fini, que tout se déplace vers l'Asie, par la puissance de la Chine, par la montée du monde musulman. Et c'est là que Poutine est passé d'une menace pragmatique, potentielle, à une redéfinition politique. En son sein, elle intègre une mosaïque de peuples et de cultures, ce qui fait d'elle un exemple de cohésion pour les pays limitrophes. Face à l'Europe en plein questionnement identitaire, il propose une alternative basée sur la tolérance et le multiculturalisme, en accordant à l'islam une place toute particulière. Quand on pense à ce Poutine si orthodoxe, on ne peut qu'être étonné de le voir fraterniser, comme il le fait, avec d'autres religions. C'est ça qui est important. On n'y comprend rien si on oublie que la Russie est un pays multireligieux, mais vraiment profondément. La construction de la grande mosquée de Moscou, elle correspond à un désir de montrer que l'islam était une des grandes religions de la Russie. Sur cette base, Poutine estime que la Russie a une mission historique à remplir, comme médiateur entre le monde occidental et le monde musulman. Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Она так и создавалась. Во взаимообогащении культур, традиций, религий заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей общей родины, России. En promouvant l'idée d'une Russie multiculturelle, Poutine espère lutter contre l'islamisme radical, qu'il considère comme une menace pour son pays comme pour le monde. Il garde en mémoire la déroute soviétique en Afghanistan, où la prestigieuse armée rouge avait été terrassée par les Moudjahidines, mais aussi la Tchétchénie, où des wahhabites soutenus par l'Arabie saoudite avaient voulu fonder un émirat du Caucase après la guerre de Poutine. L'islam, mais pas n'importe quel islam. Poutine appuie un islam qui coexiste avec les autres religions et qui se soumet à l'État, à un État fort. Après la Tunisie, l'Égypte et la Libye, la Syrie est secouée à son tour par une vague de contestation tout azimut. La répression est féroce et immédiate. Successeur de son père, Bachar el-Assad est à la tête d'un État multiconfessionnel mais despotique. C'est un allié clé de la Russie dans la région. La Russie, qui est un pays très influent en Syrie, l'alliance remonte au début des années 70. C'est une alliance militaire et politique. C'est un marché d'armes pour les armes russes. Et surtout, c'est le seul endroit à l'extérieur où la Russie a gardé des bases, et notamment donnant sur la Méditerranée. Donc c'est fondamental pour les Russes. Et cette notion a été évacuée parce que ça correspond à une époque où les Occidentaux pensent encore qu'ils peuvent tenir la Russie comme quantité négligeable. Ce qu'on va faire en Syrie, ça ne va pas leur plaire, mais on s'en fiche.
En observant par exemple le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, nous pouvons constater les conséquences terribles de cette uniformisation forcée. C'est impensable. Mais malheureusement, cela n'a pas encore réellement servi de leçon à de nombreux politiciens occidentaux. Ils sont encore nombreux à promouvoir une mondialisation qui s'appuie sur un modèle unique. C'est au Moyen-Orient, au cœur du fondamentalisme islamique, que Poutine entend défendre son modèle. Alors que les Occidentaux soutiennent coûte que coûte les printemps arabes et leurs rêves de démocratie, le chef du Kremlin défend au contraire des régimes autoritaires qu'il voit comme des remparts à l'islamisme radical. Il faut distinguer l'idée philosophique de l'universalisme, qui est incontestable, et l'ingérence pour les imposer. Et quand cette question générale a été confrontée au printemps arabe, pas mal d'Occidentaux ont dit « mais c'est formidable, enfin, et ça va démontrer que les Arabes peuvent développer chez eux la démocratie, et les musulmans, donc il faut les soutenir. Alors en Syrie, on va être du bon côté de l'histoire, on va être du côté du parti du bien, et il faut absolument imposer rapidement qu'il y ait la démocratie en Syrie. Et là, on voit les Occidentaux, notamment les Américains et les Français, s'engager beaucoup par rapport à ça, en souhaitant et en annonçant la chute du régime, qui était effectivement un régime cruel, répressif. Mais c'est annoncé. Et puis, ça ne marche pas tout à fait, ça ne se produit pas. Beaucoup de chrétiens de Syrie disent « attention, c'est un régime cruel, mais le suivant sera pire, parce qu'il sera islamiste ». Et les Français et quelques autres en Europe disent « mais non, ce seront des démocrates syriens ». Les autres disent « on aimerait bien que ce soit des démocrates syriens, mais malheureusement, il y a peu de chances qu'ils l'emportent ». Tous les vétérans de Saddam Hussein, ses officiers, ses gardes du corps, ou même ceux qui profitaient du système, qui étaient des soldats ou des agents de sécurité, ils ont été envoyés chez eux. Et bien entendu, c'est une aubaine pour les groupes radicaux pour récupérer l'ensemble de ces gens-là. Ils sont arrivés avec leur savoir-faire, entre guillemets, de la guerre, et cela a donné un noyau fort de tous ces groupes radicaux. L'ordre du jour est adopté. Même si Poutine peut gagner la guerre diplomatique en Syrie, son veto à l'ONU en bloquant la situation a permis la montée en puissance des extrémistes islamiques qu'Assad avait fait venir en Syrie pour combattre son opposition politique. Conséquence, un groupe minoritaire djihadiste qui en moins d'une année devient une armée puissante pouvant s'exporter hors de leur territoire. Au nom des droits de l'homme, l'Occident, France et États-Unis en tête, sont prêts à intervenir militairement pour aider la rébellion à destituer Assad. Se posant comme défenseur de la paix, la Russie joue l'inertie et bloque toutes les résolutions de l'ONU allant dans ce sens. Pour Poutine et ses alliés, l'ingérence occidentale est directement responsable du chaos en Irak et en Libye. Ceux qui sont contre. Those against. The United States is disgusted that a couple members of this council continue to prevent us from fulfilling our sole purpose here, addressing an ever-deepening crisis in Syria and a growing threat to regional peace and security. Comme les Russes, nous nous sommes confrontés à un antagonisme structurel. Les USA ne souhaitent pas non plus que la Chine devienne une puissance capable de remettre en question leur hégémonie mondiale. Les USA ont donc exercé toutes sortes de pressions sur la Chine, ainsi qu'une stratégie d'endiguement à notre égard. La Russie avait été exclue du G8 suite à l'annexion de la Crimée. Un an plus tard, Vladimir Poutine tient sa revanche. Il réunit autour de lui 15 chefs d'État à l'occasion d'un double sommet des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les autorités européennes et américaines avaient annoncé à plusieurs reprises l'isolement politique de Vladimir Poutine. Apparemment, ils n'ont pas atteint leur but. 1300 morts et des centaines de blessés, ce serait donc le dernier bilan de l'attaque de grande ampleur menée par le régime syrien dans un quartier de Damas. Des enfants pleurent, ils ont un chiffon pour se couvrir le nez et la bouche. Derrière, quelqu'un crie « Dieu est grand ». L'administration Obama avait prévenu dès le début du conflit
que l'utilisation d'armes chimiques était une limite à ne pas franchir, qu'une attaque chimique du gouvernement syrien entraînerait une riposte immédiate du Pentagone. Poutine, en obtenant le désarmement de cet arsenal du régime syrien, obtient sa première victoire diplomatique. Il devient un partenaire crédible, mais pas encore égal. Si Moscou obtient une victoire diplomatique décisive, sur le terrain, l'armée régulière syrienne bat en retrait, malgré la présence à leur côté d'experts militaires russes. Les factions et les belligérants se multiplient. De fait, l'État islamique et le front Al-Nosra prennent de l'ampleur, au détriment de l'opposition démocratique à Assad. Одной из ключевых организаций в стане так называемой вооруженной оппозиции является, здесь арабисты, наверное, есть, мне подскажут, организация Ан-Нусра, да? Аль-Нусра. Да? Ну вот. Это одна из ключевых организаций вооруженной оппозиции. Госдеп США признал ее террористической и связанной с Аль-Каидой. Она, собственно, этого не скрывает. И что? Она будет входить в правительство? Будущее. Нам говорят, нет. А я говорю, а как, возьмете газетку их прогоните как мух? Нет. Face à l'attitude des Occidentaux, en septembre 2015, Vladimir Poutine décide de franchir un palier supplémentaire dans son engagement. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Под знаменами так называемого исламского государства уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого исламского государства. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно. La Russie ose, pour la première fois depuis la chute de l'URSS, se projeter militairement hors de son précaré. Des avions de combat et des hélicoptères de dernière génération prennent brutalement le contrôle de l'espace aérien de la Syrie. Avec des tapis de bombes semblables à ceux qu'elle avait utilisés en Tchétchénie, l'offensive de l'armée russe est particulièrement massive et brutale. Elle vise l'ensemble des forces engagées contre le régime, permet à Bachar el-Assad de reconquérir de nombreux territoires. La diplomatie russe, c'est beaucoup une diplomatie de réaction par rapport à ce que fait ou ne fait pas l'Occident. Je pense que l'intervention en Syrie a été largement motivée par les atermoiements occidentaux pendant 2 ans, ou 3 même. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on soutient? Donc nous sommes en train de vivre, depuis quelques mois, et au moment où nous parlons là, une sorte de réatterrissage des Occidentaux dans le monde réel. Et dans le monde réel, ils ne peuvent pas renverser Assad. L'efficacité et la violence des frappes russes font reculer les rebelles islamistes. En dépit des nombreuses victimes civiles, Poutine obtient une victoire de prestige en libérant le joyau antique de Palmyre. Avec la gestion du conflit syrien, la Russie démontre sa force nouvelle et sa capacité à assurer la sécurité de ses alliés. Aux yeux des Occidentaux, elle s'affirme dorénavant comme un acteur majeur. Aujourd'hui, le centre de gravité s'est déplacé dans d'autres régions du monde. La Chine progresse, l'Inde progresse, l'Amérique latine et l'Afrique aussi progressent. L'Europe, elle, ne se développe pas.
Les États-Unis sont une force prédominante mais défaillante, se raccrochant à ses possibilités. Mais le vent de l'histoire a déjà tourné. Quoi qu'il en soit, Poutine aura réussi à placer ses pièces sur l'échiquier mondial pour peser sur les principaux conflits. La Russie a peut-être permis d'éviter un conflit moyen-oriental ouvert en Syrie. En Ukraine et dans le Donbass, elle est présente pour longtemps par le biais d'une guerre par procuration, en armant et soutenant les séparatistes russophones. Loin des champs de bataille de Syrie, les Ukrainiens continuent de se battre pour leur indépendance. Poutine n'a pas l'intention d'obtenir d'importantes victoires en Ukraine ou d'empiéter sur son territoire. Une guerre dont personne n'arrive encore à imaginer la conclusion. Nous sommes une sorte de taliban chrétien. Je vais considérer ma mission accomplie quand je contemplerai les ruines du Kremlin. Et je comprends très bien que l'Europe ne nous aidera pas. Elle n'a pas l'intention de nous aider. Et à vrai dire, elle n'est pas obligée de le faire. C'est notre guerre, c'est notre malheur. Plus la Russie est attaquée par l'intelligentsia et les politiques occidentaux, plus elle s'appuie sur des mouvements populistes. Brouillant les frontières, Poutine devient même une référence jusque chez son pire ennemi, les États-Unis. If he says great things about me, I'm going to say great things about him. I've already said he is really very much of a leader. I mean, you can say, oh, isn't that a terrible thing? He called, I mean, the man has very strong control over a country. He's been a leader far more than our president has been a leader. We have a divided... You called him brilliant, outstanding, talented. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Après la chute de l'URSS, on a pu croire à l'avènement d'un monde unipolaire, facteur de paix et de stabilité. Mais force est de constater que le mythe a fait long feu. Va-t-on assister à un véritable bouleversement de l'ordre mondial, à l'heure où l'universalisme occidental, tout en défendant les valeurs humanistes, sème la mort et exacerbe les inégalités sociales de plus en plus criantes, ces injustices qui poussent les peuples vers des modèles populistes. Alors est-ce qu'on verra ressurgir en Occident une grande politique réaliste, attachée à ses propres valeurs, mais ne cherchant pas à les imposer tous les matins à tout le monde, acceptant un partenariat évolutif qui aurait pour fonction d'aider la Russie à dépasser ses complexes obsessionnels pour aller vers un avenir différent? C'est ce qu'il faudrait souhaiter. We are glad to announce billionaire and everybody's favorite Donald Trump has won the presidential elections. Et en voulant ressusciter cette ancienne guerre froide, et en voulant rester dans les images mentales de la guerre froide d'avant 91, on rate complètement l'analyse de la nouvelle guerre froide qui existe. Il faut sortir des cadres de l'ancienne guerre froide pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et qui n'est pas de l'ordre du conflit entre deux superpuissances qui gouvernent le monde, mais un monde beaucoup plus complexe. Господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Moscou a été pleinement partie prenante de négociations internationales qui ont permis de parvenir, entre autres, à l'accord sur l'arrêt du nucléaire iranien.
Pourrait-il exister des résolutions du même type pour la Syrie ou l'Ukraine, ou d'autres points chauds de la planète? La question reste en suspens. Les responsabilités de l'avenir du monde reposent sur les épaules des États-Unis, de l'Europe, de la Chine et naturellement de la Russie. Les États-Unis et la Russie risquent de rester à jamais ennemis, quels que soient leurs dirigeants, car entretenir leur hostilité réciproque sert leur politique intérieure. De son côté, la Chine impose méthodiquement et unilatéralement sa puissance économique et sa force militaire pour asseoir ce qu'elle considère comme sa zone d'influence, la mer de Chine. L'Europe serait peut-être la seule à pouvoir faire bouger les lignes. Encore faudrait-il que, sans renier ses valeurs fondamentales, elle ait la cohésion et la force de le faire.